un millionnaire en phase terminale au bord de la faim. Abandonné par sa femme et son fils unique, la richesse sans héritier résonne dans le vide. Et quelques jours plus tard, une fin surprenante apparaît. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Le soleil de l'après-midi parisien s'infiltrait à travers les vitres teintées du dernier étage de l'immeuble du Pont, baignant d'une lueur dorée le bureau de François, président de l'empire entrepreneurial qui portait son nom. À 55 ans, il contemplait la ville qu'il avait contribué à transformer, observant l'horizon rempli de gratte-ciel qui semblait s'incliner devant sa conquête. Son reflet dans la vitre révélait un homme encore vigoureux, aux cheveux gris soigneusement taillés, costume italien impeccable, l'incarnation même du succès. « Monsieur Dupont, votre épouse Claire est sur la ligne 3, annonça sa secrétaire par l'interphone. François soupira, ajustant sa cravate de soie avant de répondre. C'était la 3e fois cette semaine que Claire appelait pour parler du gala de bienfaisance qu'elle organisait. Non pas qu'il se souciait réellement de l'événement, mais sa position exigeait certaines apparences. « Claire, je suis en pleine réunion importante, » mentit-il, sa voix contrôlée et professionnelle. « François, tu es toujours en pleine réunion importante, » rétorqua-t-elle avec ce ton aristocratique qu'elle avait développé au fil des ans. « J'ai besoin de confirmer ta présence à l'événement. Les Moreau ont spécifiquement demandé après toi et ce serait inconvenant. »« J'y serai, » l'interrompit-il, massant ses tempes, « comme j'ai toujours été présent à tous tes événements ces 25 dernières années. » Le silence à l'autre bout de la ligne ne fut brisé que par un soupir affecté. « Parfait. Et François ? Essaie de ne pas avoir l'air si ennuyé cette fois. Les apparences comptent, chérie. » L'appel prit fin avant qu'il ne puisse répondre. François s'adossa dans son fauteuil en cuir italien, le faisant pivoter pour contempler les photographies élégamment encadrées qui décoraient l'un des murs. Des images qui racontèrent l'histoire de son succès. Sa première entreprise, l'introduction en bourse de la société, les acquisitions successives qui avaient transformé Dupont en un conglomérat respecté internationalement. Ses yeux s'attardèrent sur une photo en particulier. Lui et son fils Mathieu, alors âgé de 12 ans, lors d'une journée de pêche. La seule fois où ils avaient réellement réussi à faire quelque chose ensemble. Maintenant, à 30 ans, Mathieu était un cadre prometteur dans l'une des filiales du groupe, bien que ses visites à son père se limitent aux réunions du conseil d'administration et aux événements sociaux obligatoires. L'interphone sonna à nouveau. « Monsieur Dupont, le docteur Lambert est là pour votre consultation de routine. » François consulta sa montre Patek Philippe. Il avait complètement oublié le bilan semestriel que son médecin personnel insistait pour effectuer. « Faites-le entrer, Sophie. » Le docteur Lambert entra dans le bureau avec sa jovialité professionnelle habituelle, portant sa mallette en cuir noir. « François, comment allez-vous? Vous continuez à travailler au-delà des heures normales, à ce que je vois. »« L'Empire ne se maintient pas tout seul, docteur, » répondit François, lui indiquant le fauteuil en face de lui. La consultation se déroula comme d'habitude. Prise de tension, auscultation cardiaque, quelques examens de base. Cependant, en analysant les derniers résultats sur sa tablette, le visage du médecin changea subtilement. « François, j'ai remarqué quelques anomalies dans vos examens qui méritent une investigation plus approfondie, » commenta le médecin, son ton professionnel masquant une inquiétude sous-jacente. « J'aimerais vous adresser à quelques spécialistes. J'ai besoin que vous accordiez la priorité à cela. Ce doit être du stress, docteur. Rien qu'une semaine à Saint-Tropez ne puisse résoudre, » écarta François, tendant déjà la main vers son téléphone portable pour vérifier les dizaines de messages non lus. « Non, François. » La fermeté dans la voix du médecin le fit lever les yeux de l'appareil. « Cette fois, c'est différent. Vous devez faire ces examens le plus tôt possible. » Quelque chose dans l'expression du docteur Lambert fit François ressentir un frisson inhabituel. Pour la première fois depuis des années, il réalisa qu'il n'avait pas le contrôle total de la situation. Une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis ses premiers jours en tant qu'entrepreneur, lorsque chaque décision pouvait signifier le succès ou l'échec de son rêve. « Très bien, docteur », acquiesça-t-il finalement, prenant l'enveloppe contenant les demandes d'examen. « Sophie programmera tout cela dès aujourd'hui. » Après le départ du médecin, François resta dans son bureau bien après le coucher du soleil, observant les lumières de la ville s'allumer une à une. L'enveloppe contenant les demandes pesait dans sa poche comme du plomb, un rappel gênant de sa propre fragilité. Ce soir-là, en rentrant dans son hôtel particulier du 16e arrondissement,
Le silence l'accueillit comme un vieil ami. Claire était à l'un de ses nombreux engagements sociaux, et Mathieu probablement dans un restaurant chic, discutant fusion et acquisition avec d'autres jeunes cadres. François se servit un verre et marcha jusqu'au balcon, observant Paris briller au loin. Pour un instant, tout son empire parut étrangement vide. La salle d'attente de la clinique privée était un exercice de discrétion et de luxe. François observait distraitement une toile abstraite au mur en attendant les résultats des examens réalisés ces 2 dernières semaines. Le tic-tac de l'horloge semblait résonner plus fort que d'habitude, marquant chaque seconde d'une attente qu'il n'était pas habitué à supporter. Monsieur Dupont, la voix douce de l'assistante du docteur Lambert, le ramena à la réalité. Le docteur va vous recevoir maintenant. Le cabinet était spacieux et accueillant, avec vue sur le jardin des Tuileries. Le docteur Lambert l'attendait avec une expression que François connaissait bien. C'était la même qu'il utilisait lui-même avant d'annoncer des décisions difficiles lors des réunions du conseil. « François, asseyez-vous, je vous prie », commença le médecin, ajustant ses lunettes. « Les résultats des examens sont arrivés, et nous devons parler sérieusement. » Les mots suivants semblèrent parvenir à François comme à travers un tunnel lointain. Des termes médicaux complexes se mêlaient à des expressions comme « traitement intensif »,« prochain mois » et « qualité de vie ». Son esprit, entraîné à traiter rapidement les informations et à prendre des décisions cruciales, semblait fonctionner au ralenti. « Combien de temps ?» La question s'échappa de ses lèvres avant qu'il ne puisse la retenir. « François, la médecine progresse constamment et il existe de nouveaux traitements en cours de... » « Combien de temps, Albert ?» Sa voix prit le ton autoritaire qu'il utilisait dans les négociations les plus difficiles. Le médecin retira ses lunettes, se frottant les yeux fatigués. « Sans traitement, quelques mois. Avec un traitement agressif, nous pouvons prolonger significativement ce délai, mais je ne peux pas promettre. »« Je comprends, » coupa François, se levant. Ses jambes semblaient faites de plomb, mais des années de négociation lui avaient appris à garder son sang-froid, même dans les moments les plus difficiles. « Envoyez tous les détails à ma secrétaire. Elle organisera les prochaines étapes. »« François, » l'appela le médecin alors qu'il était déjà à la porte, « vous n'avez pas besoin d'affronter cela seul. Votre famille... »« Merci, docteur, » l'interrompit-il, sans se retourner. « Bonne journée. » Le trajet jusqu'à sa maison fut flou. François congédia son chauffeur et conduisit sa propre Porsche, chose qu'il faisait rarement. Il avait besoin de se sentir en contrôle de quelque chose, n'importe quoi. Les rues de Paris défilaient comme un film en accéléré, tandis que son esprit vagabondait vers des souvenirs qu'il avait depuis longtemps enfouis. Il se rappela son père, un petit commerçant qui avait toujours rêvé de voir son fils devenir docteur, du premier prêt qu'il avait obtenu pour lancer son entreprise. Des nuits blanches à construire sa société, des promesses non tenues de passer plus de temps avec Mathieu, des sourires de plus en plus rares de Claire. En arrivant chez lui, il trouva Claire en train d'organiser un autre de ses événements caritatifs au téléphone. Elle gesticulait avec animation dans le jardin d'hiver, discutant de la disposition des tables et de la liste des invités. François l'observa un moment, essayant de reconnaître la femme dont il était tombé amoureux il y a si longtemps. « Claire » appela-t-il lorsqu'elle raccrocha enfin. « Nous devons parler. »« Pas maintenant, chérie » répondit-elle, vérifiant les messages sur son téléphone. « Je suis complètement débordé avec l'événement de samedi. Les Moreau ont confirmé leur présence, et je dois réorganiser tout le plan de table. Tu n'imagines pas le casse-tête que c'est... »« Claire » l'interrompit-il, sa voix plus ferme. « C'est important. » Quelque chose dans son ton capta finalement son attention. Claire le regarda plus attentivement, remarquant pour la première fois son apparence altérée. « François, il s'est passé quelque chose ?»« L'entreprise. »« Ce n'est pas l'entreprise, » la coupa-t-il, s'asseyant lourdement dans l'un des fauteuils. « C'est à propos des examens que j'ai passés. » Claire s'assit également, bien qu'elle continue à tenir son téléphone comme un talisman. « Oh, ces examens de routine. Je suis sûr que ce n'est rien de grave. Tu as toujours été en si bonne santé, et avec le docteur Lambert qui s'occupe de toi, c'est grave, dit-il simplement. Et puis il lui raconta tout. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire le regardait comme si elle voyait un étranger. Son expression passa du choc initial à quelque chose que François ne put identifier immédiatement. Était-ce du calcul ? Mais c'est terrible, s'exclama-t-elle finalement se levant. Comment vais-je expliquer cela au comité ? J'ai besoin de digérer ça. J'ai besoin d'un moment. Claire,
Non, François, s'il te plaît. C'est trop. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de passer quelques coups de fil. » Et sur ces mots, elle sortit précipitamment du jardin d'hiver, ses talons résonnant sur le sol en marbre, ne laissant derrière elle que son parfum coûteux et un mari abasourdi. François resta assis, observant le coucher du soleil à travers les vitres du jardin d'hiver. Les ombres s'allongeaient sur le sol, et il se demanda combien de couchers de soleil il verrait encore. Le téléphone dans sa poche vibra. Encore un message urgent du bureau, encore une décision importante attendant son analyse. Pour la première fois de sa vie, François Dupont ignora l'appel du travail. Le bureau de Mathieu chez Dupont Investissement occupait la moitié du 48e étage. Plus petit que celui de son père, mais tout de même impressionnant pour quelqu'un de son âge. Les murs de verre offraient une vue privilégiée sur la ville, bien qu'il y prête à peine attention, absorbé par les tableurs et les rapports sur son ordinateur portable. François observa son fils pendant quelques instants avant de frapper à la porte vitrée. Mathieu leva les yeux, surpris. Il était rare de voir son père ici. C'était généralement lui qui montait au dernier étage pour les réunions. « Papa, il s'est passé quelque chose ?» L'inquiétude dans sa voix était sincère, bien que professionnelle. La réunion avec les investisseurs chinois n'était pas prévue que la semaine prochaine. « Je ne suis pas venu parler affaires, Mathieu, » répondit François, s'asseyant dans le fauteuil face au bureau de son fils. « J'ai besoin de te parler de quelque chose de personnel. » Mathieu fronça les sourcils, fermant son ordinateur portable. C'était la première fois depuis des années que son père venait le voir pour une conversation qui ne concernait pas l'entreprise. Le dernier sujet personnel dont ils avaient discuté était sa décision de divorcer de Marie, 2 ans auparavant. Une conversation qui s'était terminée en dispute lorsque François avait suggéré qu'il gâchait un bon arrangement familial par caprice. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, ajustant inconsciemment sa cravate, un geste qu'il avait hérité de son père. François prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Comment annoncer une telle nouvelle à son propre fils? Au cours de ses années dans les affaires, il avait appris à donner de mauvaises nouvelles. Licenciements, fermeture d'unités, pertes, mais rien ne l'avait préparé à cela. « J'ai fait quelques examens ces dernières semaines », commença-t-il, gardant un ton maîtrisé. Les résultats? Au fur et à mesure que François expliquait la situation, il observait les réactions de son fils. Mathieu gardait la même expression qu'il utilisait lors des réunions importantes, attentive, professionnelle, calculée. Seul un léger tremblement de ses mains, qui tenait un stylo Montblanc, trahissait une quelconque émotion. « Combien de temps ?» demanda Mathieu, utilisant exactement le même ton que son père avait utilisé avec le médecin. « Quelques mois. Peut-être plus avec un traitement. » Mathieu se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Paris s'étendait en contrebas, imposante et indifférente au drame qui se déroulait dans ces gratte-ciel. « Et l'entreprise ?» La question sortit presque comme un murmure. François eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. De toutes les questions qu'il s'attendait à entendre de son fils, sur les traitements, sur l'espoir, sur le temps qu'ils pourraient passer ensemble, celle-ci n'était pas sur la liste. « L'entreprise est solide », répondit-il mécaniquement. « Le conseil ?»« Non, papa », l'interrompit Mathieu se retournant. « J'ai besoin de savoir exactement ce qui va se passer. Je suis le vice-président des opérations, je dois me préparer. Les actionnaires voudront des réponses. Le marché va réagir. »« Mathieu », coupa François, sa voix plus ferme, « j'essaie d'avoir une conversation avec mon fils, pas avec mon vice-président. » Un silence pesant s'abattit sur le bureau. Père et fils se regardèrent, séparés par plus que la simple distance physique entre eux. Des années d'attente non satisfaites, de reproches silencieux, de moments perdus semblaient flotter dans l'air comme un brouillard épais. « Papa, Mathieu passa la main dans ses cheveux, un rare geste de nervosité. « J'ai besoin d'assimiler tout ça. C'est beaucoup à absorber d'un coup. » Il se leva, ajustant son costume impeccable. « En fait, je pense que cela pourrait être une opportunité. »« Une opportunité ?» François répéta incrédule. « Oui, je prévoyais de t'en parler bientôt, mais j'ai reçu une proposition pour diriger les opérations de l'entreprise en Asie, Singapour. C'est une position stratégique, surtout compte tenu de notre expansion sur le marché asiatique. » François observa son fils, cherchant une trace du garçon qui rêvait autrefois d'être astronaute, qui demandait à dormir avec la lumière allumée, qui courait dans ses bras quand il faisait des cauchemars. Il ne trouva rien. « Je comprends, dit-il finalement, se levant. « Et quand comptes-tu partir ?»«
Le plus tôt possible, répondit Mathieu, se rasseyant derrière son bureau. Un signe clair que la conversation touchait à sa fin. J'aurais besoin que tu approuves certains transferts d'actifs et que tu signes quelques documents avant de... Je demanderai à Sophie de tout préparer, coupa François, se dirigeant vers la porte. Il s'arrêta un moment, la main sur la poignée. Mathieu? Oui? Tu te souviens de ce jour où nous sommes allés pêcher? Tu avais 12 ans. Mathieu parut déconcerté pour la première fois. Vaguement. Pourquoi? Pour rien, répondit François, ouvrant la porte. Juste un souvenir. En quittant le bureau de son fils, François ne se dirigea pas vers son propre étage. Pour la première fois depuis des décennies, il quitta l'immeuble en pleine journée, ignorant les regards surpris des employés. Il marcha sans but dans les rues du quartier des affaires, observant les gens qui passaient pressés, tous courant après quelque chose, argent, pouvoir, succès. Il finit par entrer dans un petit café au coin de la rue de la Paix et de l'avenue de l'Opéra, un endroit simple qui contrastait avec les restaurants sophistiqués du quartier. L'arôme de café fraîchement moulu et de pain chaud l'enveloppa comme une étreinte inattendue, ramenant des souvenirs d'une époque lointaine, quand la vie semblait plus simple et plus vraie. Le Café des Fleurs n'avait rien du raffinement auquel François était habitué. Les tables en bois simple, les chaises légèrement usées par l'utilisation et les rideaux en dentelle blanche créaient une atmosphère chaleureuse qui semblait le transporter dans un autre monde, loin des bureaux d'entreprise et des salles de réunion. « Je peux vous aider, monsieur ?» Une voix douce le ramena à la réalité. Devant lui se tenait une jeune femme d'à peine 25 ans, aux cheveux châtains attachés en queue de cheval sans prétention, portant un tablier avec le nom du café brodé. Ses yeux verts transmettaient une gentillesse authentique qui le prit au dépourvu. « Juste un café, s'il vous plaît, » répondit-il, choisissant une table près de la fenêtre. « Nous avons des croissants tout frais sortis du four, » suggéra-t-elle avec un sourire chaleureux. « Il se marie parfaitement avec notre café spécial. » Quelque chose dans la simplicité de cette suggestion le fit acquiescer d'un signe de tête. La serveuse, Amélie selon son badge, s'éloigna d'un pas léger vers le comptoir. François observa l'agitation de la rue à travers la vitrine. Des cadres pressés passaient avec leurs écouteurs, leurs tablettes et leurs expressions tendues. Combien de fois avait-il lui-même parcouru ces trottoirs exactement ainsi, tellement absorbé par les chiffres et les affaires qu'il remarquait à peine le monde autour de lui? « Voilà, » dit Amélie, plaçant devant lui une tasse fumante de café et une assiette de croissants dorés. « Attention, c'est très chaud. » L'arôme du café emplit ses narines, éveillant des souvenirs depuis longtemps oubliés, de la cuisine simple de sa mère, du café passé dans une cafetière à piston, des dimanches matins quand la vie n'était pas encore une course constante contre la montre. « Pierre !» La voix d'Amélie s'éleva légèrement. « Tu ne peux pas faire ça ici, petit frère. Les clients ont besoin des tables. » François se retourna pour voir un jeune homme d'environ 18 ans, entouré de livres et de papiers éparpillés sur l'une des tables. Il portait des lunettes à fine monture et avait la même expression gentille qu'Amélie dans les yeux. « Désolé, Amélie, » répondit-il, commençant à rassembler son matériel. « C'est que la bibliothèque de la fac est fermée pour rénovation et j'ai besoin de finir ces calculs pour demain. » Quel genre de calcul? La question s'échappa des lèvres de François avant qu'il ne s'en rende compte. Pierre le regarda avec surprise, tandis qu'Amélie semblait légèrement inquiète. « Ce sont des équations d'ingénierie environnementale, » répondit le jeune homme. « Je développe un projet de purification d'eau à faible coût pour les communautés défavorisées. » François sentit quelque chose s'éveiller en lui, une curiosité qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Je peux jeter un coup d'œil ?» Pierre échangea un regard rapide avec sa sœur, qui acquiesça discrètement. Il s'approcha de la table de François, portant quelques feuilles couvertes de calculs et de dessins techniques. « C'est un système qui utilise des matériaux recyclables et l'énergie solaire, » expliqua Pierre, son visage s'illuminant d'enthousiasme. « Le problème, c'est que je n'ai pas encore réussi à optimiser le processus pour le rendre vraiment accessible. » François examina les calculs avec intérêt. Malgré les années focalisées sur la finance et la gestion, sa formation en ingénierie lui permettait encore de comprendre l'élégance de la solution proposée par le jeune homme. « Avez-vous envisagé d'utiliser un système de filtration en cascade ?» suggéra-t-il, sortant un stylo de la poche de sa veste. « Cela pourrait réduire considérablement les coûts de production. » Les yeux de Pierre s'illuminèrent. Bientôt, les deux hommes étaient absorbés dans une discussion technique, griffonnant des diagrammes et des équations dans les marges des papiers.
Amélie observait la scène avec un sourire discret, tout en servant d'autres clients. « Pierre, appela-t-elle après un moment, c'est l'heure de ton bénévolat au projet social. »« Oh, c'est vrai !» s'exclama le jeune homme, commençant à rassembler ses papiers précipitamment. « Je dois y aller. »« Merci beaucoup pour vos conseils, monsieur. »« François », répondit-il, se surprenant lui-même à ne pas utiliser son nom de famille, comme il le faisait habituellement lors des présentations professionnelles. « Vous venez souvent par ici, monsieur François ?» demanda Amélie, ramassant la tasse vide. « En fait, c'est la première fois, » répondit-il, observant l'environnement d'un œil nouveau. « Mais je pense que je reviendrai. » En quittant le café, François se sentit étrangement léger. Le poids des dernières semaines, les réactions de Claire et Mathieu, le diagnostic, tout semblait un peu moins oppressant après cette heure inattendue de café et de conversations simples. Il prit son téléphone portable et vit les dizaines d'appels manqués et de messages non lus. À un autre moment, cela l'aurait rendu anxieux, mais maintenant, il ne pouvait penser qu'à l'éclat dans les yeux de Pierre lorsqu'il parlait de son projet, à la gentillesse désintéressée d'Amélie, à l'arôme du café fraîchement moulu. Il leva les yeux vers le ciel de Paris, généralement obscurci par la pollution, et vit un petit morceau de bleu entre les nuages. Pour la première fois depuis longtemps, François Dupont sourit. Pas le sourire calculé des photos d'entreprise, mais un sourire authentique qui atteignait ses yeux. Les visites au Café des Fleurs devinrent un rituel quotidien pour François dans les 2 semaines qui suivirent. Toujours en milieu d'après-midi, quand l'affluence diminuait, il s'accordait quelques heures d'évasion de son monde d'entreprise. Claire était en voyage en Europe, pour digérer la situation, selon elle, et Mathieu s'était plongé dans les préparatifs de son déménagement à Singapour, évitant tout contact au-delà du strict minimum professionnel. « Vous semblez différent aujourd'hui », observa Amélie, servant la 2e tasse de café. La jeune femme avait déjà remarqué qu'il préférait être traité avec moins de formalité, mais gardait encore un respectueux « vous » dans leur conversation. François ajusta sa cravate, un geste automatique, différent comment ? Plus léger, répondit-elle, avec cette franchise désarmante qui l'intriguait. Moins préoccupé peut-être. Il sourit légèrement. C'était vrai. Pour la première fois depuis le diagnostic, il avait dormi une nuit entière sans se réveiller angoissé. Les conversations avec Pierre sur son projet de purification d'eau avaient éveillé quelque chose qu'il croyait perdu. Un intérêt authentique pour créer quelque chose qui ne se mesurait pas uniquement par des chiffres sur un tableur. « C'est peut-être le café », plaisanta-t-il, se surprenant lui-même par le ton décontracté. « Ou peut-être la compagnie », répondit Amélie avec un sourire gentil, avant de s'éloigner pour servir d'autres clients. François observa la jeune femme interagir avec les clients. Il avait découvert, au fil de conversations informelles, qu'elle gérait le café seule depuis le décès de ses parents, 5 ans auparavant. En plus de faire fonctionner l'établissement, elle parvenait encore à payer les études d'ingénieur de son frère et à participer à des projets sociaux les week-ends. Son téléphone vibra. C'était Sophie, sa secrétaire, lui rappelant le rendez-vous de suivi avec le docteur Lambert. François soupira, revenant à la réalité. Il avait décidé de demander un 2e avis dans un autre hôpital, gardant cela secret même de sa famille. « Je dois y aller », dit-il, laissant un généreux pourboire sur la table. « Pierre vient aujourd'hui ?»« Non », répondit Amélie, revenant pour ramasser la tasse. « Il présente son projet à la fac. Il est super nerveux, mais je suis sûr que vos suggestions vont beaucoup l'aider. » François hocha la tête, ressentant une pointe de fierté qui le surprit. Ces dernières semaines, il avait consacré plusieurs heures à aider Pierre à affiner ses calculs et à améliorer la présentation du projet. L'hôpital américain de Paris était relativement calme lorsqu'il arriva pour sa consultation. Dr Élise Renard, l'une des principales oncologues du pays, le reçut dans son cabinet avec une expression qu'il n'arriva pas à déchiffrer. « Monsieur Dupont », commença-t-elle, ajustant ses lunettes tout en examinant les nouveaux examens, « il y a quelque chose d'intéressant ici dont nous devons discuter. » François se prépara à d'autres mauvaises nouvelles, mais ce qu'il entendit ensuite le laissa abasourdi. « D'après les résultats que je vois, et en comparant avec vos examens précédents, il y a une possibilité significative que le premier diagnostic ait été précipité. » « Comment ça, docteur ? » Les images montrent que la masse qui avait été initialement identifiée comme potentiellement maligne présente des caractéristiques très différentes de ce à quoi on s'attendrait. Nous aurons besoin de quelques examens supplémentaires pour confirmer, mais il y a une grande possibilité que ce soit une condition beaucoup moins grave qu'on ne le pensait initialement.
François sentit le monde tourner. « Vous êtes en train de dire que… » « Je dis que nous devons enquêter davantage avant de faire une affirmation définitive, l'interrompit-elle avec prudence professionnelle. Mais oui, il y a une possibilité réelle que le pronostic soit beaucoup plus favorable que l'initial. En sortant du cabinet, François marcha sans but dans le parc proche de l'hôpital. Son esprit bouillonnait avec les implications de cette nouvelle. Devait-il immédiatement en informer Claire et Mathieu? La façon dont ils avaient réagi au diagnostic initial pesait encore sur son cœur. Il s'assit sur un banc, observant quelques enfants jouer dans l'aire de jeu toute proche. Une jeune mère aidait son petit garçon sur la balançoire, son rire se mêlant à celui de l'enfant. La scène le fit penser à Mathieu quand il était petit, aux rares occasions où il avait vraiment été présent en tant que père. Son téléphone vibra à nouveau. C'était un message de Claire avec des photos d'elle dans un café parisien, parlant de comment le voyage l'aidait à trouver son centre. Il n'y avait pas une seule question sur comment il allait. Une idée commença à se former dans son esprit. Peut-être devrait-il garder cette nouvelle information secrète pour le moment. Non par vengeance ou amertume, mais pour mieux comprendre qui étaient les personnes autour de lui lorsqu'elle croyait que son temps était compté. Et peut-être, juste peut-être, pour mieux se comprendre lui-même dans ce processus. Il prit son téléphone et tapa un message pour Sophie, sa secrétaire. « J'ai besoin que vous prépariez quelques documents en toute discrétion. Et je veux aussi que vous programmiez une réunion avec Antoine Lefebvre, cet avocat spécialisé en réorganisation patrimoniale. » Rangeant son téléphone, François regarda à nouveau le parc. Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit qu'il avait du temps, pas seulement pour vivre, mais pour vraiment comprendre ce que signifiait être vivant. Le cabinet d'avocats Lefebvre & Associés occupait un étage entier dans un élégant immeuble du 8e arrondissement. Antoine Lefebvre, à 40 ans, s'était forgé une solide réputation d'expert en réorganisation patrimoniale et succession complexe. Cependant, quand Sophie avait appelé pour fixer un rendez-vous avec François Dupont, il avait senti son cœur s'accélérer pour des raisons qui allèrent bien au-delà du prestige du client. « Monsieur Dupont », salua Antoine, tendant la main lorsque François entra dans son bureau. « C'est un honneur de vous recevoir. » François observa l'homme en face de lui. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux sombres et déterminés, mais il n'arrivait pas à identifier exactement quoi. « Je vous remercie de me recevoir avec autant d'urgence, maître Lefebvre. »« Je vous en prie, appelez-moi Antoine, » répondit l'avocat indiquant un fauteuil. « Vous prendrez un café ?»« Non, merci, » déclina François, s'asseyant. « J'ai développé un goût particulier pour un café spécifique ces derniers temps. » Antoine acquiesça, s'asseyant derrière son bureau en acajou. Sur celui-ci, une seule photo dans un cadre en argent attira l'attention de François. Elle montrait un homme plus âgé, portant un uniforme qui semblait être celui d'un chauffeur. « Mon père », expliqua Antoine, remarquant le regard de François. « Il a travaillé comme chauffeur d'entreprise pendant 30 ans. » Quelque chose dans sa façon de le dire fit François se concentrer davantage sur l'avocat. Il y avait une note presque imperceptible de amertume. « Monsieur Dupont… »« François, s'il vous plaît. »« François », corrigea Antoine, ouvrant un dossier sur le bureau. « Votre secrétaire a mentionné que vous souhaitez effectuer une réorganisation patrimoniale complexe et confidentielle. Puis-je vous demander la raison ?» François se pencha légèrement en avant. « J'ai reçu un diagnostic grave récemment. Ma famille n'a pas réagi comme je l'espérais. Je veux m'assurer que mon héritage soit dirigé de la manière la plus appropriée. » Antoine prit quelques notes, son visage un masque de professionnalisme. Intérieurement, cependant, son esprit travaillait frénétiquement. C'était l'opportunité qu'il attendait depuis des années. « Je comprends, » dit-il, gardant un ton neutre. « Et quels sont vos principaux objectifs avec cette réorganisation ? Je veux créer une structure qui me permette d'observer comment les gens autour de moi agissent quand ils pensent que mon temps est compté, » répondit François avec une franchise surprenante. « Et je veux aussi avoir la liberté de faire des changements significatifs dans la façon dont mon patrimoine sera utilisé à l'avenir. » Antoine leva un sourcil. « C'est inhabituel. Généralement, les clients dans votre situation sont plus préoccupés par la protection de leur famille. »« Ma famille est déjà plus que protégée, » répondit François, une pointe d'acidité dans sa voix. « Maintenant, je veux protéger quelque chose de plus grand. » Pendant les 2 heures suivantes, ils discutèrent de structures juridiques, de fonds fiduciaires
et de mécanismes de contrôle patrimonial. Antoine fut impressionné par la clarté de pensée de François et sa détermination à créer quelque chose de significatif. « Il y a une chose de plus », dit François alors qu'il finalisait. « Je veux créer une fondation dédiée à des projets d'innovation sociale, quelque chose qui puisse soutenir de jeunes talents avec des idées transformatrices. » Antoine sentit sa résolution vaciller légèrement. Ce n'était pas le François Dupont que son père avait décrit tant de fois, l'homme d'affaires impitoyable qui avait permis que des employés loyaux soient lésés au nom du profit. « Puis-je vous demander ce qui a inspiré cette décision ? Disons que j'ai récemment appris qu'il y a plus de valeur dans un café bien servi et une idée authentique que dans toutes les réunions de conseil auxquelles j'ai participé, » répondit François avec un léger sourire. Après le départ de François, Antoine resta dans son bureau jusqu'à tard dans la nuit, observant la photo de son père. Antoine Lefebvre Seigneur avait été chauffeur chez Dupont pendant des décennies, jusqu'à ce qu'il soit injustement accusé de participation à un système de détournement. Même une fois son innocence prouvée, le scandale avait détruit sa carrière et sa santé. Antoine avait étudié le droit avec un seul objectif, un jour avoir suffisamment de pouvoir pour exposer les injustices de l'Empire Dupont. Maintenant, avec un accès direct aux documents les plus confidentiels de l'entreprise, il avait sa chance. Mais quelque chose le dérangeait. L'homme qu'il venait de rencontrer ne semblait pas être le monstre d'entreprise qu'il avait imaginé. Il y avait une humanité authentique dans ses yeux, une vulnérabilité qu'il ne s'attendait pas à trouver. Son téléphone sonna. C'était sa source au sein de Dupont Enterprise. « Antoine, j'ai les informations que vous avez demandées sur les mouvements suspects de Madame Claire Dupont et du fils. » Antoine hésita un moment avant de répondre. Les prochaines semaines promettaient d'être très intéressantes. Dans son appartement du 16e arrondissement, François observait la ville illuminée à travers la fenêtre de sa bibliothèque. Sur la table, les documents qu'Antoine avait préparés attendaient sa signature. À côté d'eux, une tasse du Café des Fleurs. Amélie lui avait vendu un paquet de grains spéciaux quand il avait mentionné une réunion importante. Il prit son téléphone portable et ouvrit le message le plus récent de Claire. Un selfie devant la tour Eiffel, avec la légende « Trouvant ma paix intérieure loin du chaos ». François sourit ironiquement. Elle ne savait pas que le véritable chaos ne faisait que commencer. Antoine analysait attentivement les documents étalés sur son bureau. Les preuves étaient troublantes. Ces derniers mois, Claire Dupont avait effectué une série de transferts suspects vers des comptes offshore, tous soigneusement masqués comme des dons à ses œuvres caritatives. Le modèle des mouvements suggérait un plan méticuleusement orchestré. Maître Lefebvre, sa assistante interrompit ses pensées. « Monsieur Moreau est ici pour vous voir. » Richard Moreau entra dans le bureau avec l'assurance typique de quelqu'un habitué à fréquenter les cercles les plus exclusifs de la société parisienne. C'était un homme séduisant, dans la quarantaine, connu pour ses investissements dans le marché immobilier de luxe. « Antoine, ça fait un bail », salua-t-il avec effusion. « Comment avance l'affaire dont nous avons parlé ?»« C'est intéressant », répondit Antoine prudemment. « J'ai découvert certaines informations que vous devriez voir. » Il ouvrit un dossier sur son ordinateur portable, montrant à Richard une série d'emails échangés entre lui et Claire Dupont. Les messages, apparemment innocents au sujet d'événements caritatifs, contenaient des codes subtils sur des transactions financières et des plans futurs. Claire a toujours été très créative avec les finances, commenta Richard avec un sourire malicieux. Mais nous devons accélérer le processus maintenant que François est malade. Le temps joue contre nous. Antoine sentit un goût amer dans la bouche. Et qu'en est-il du fils, Mathieu? Ah, ce gamin gâté? Richard rit. Il est tellement occupé à essayer de prouver sa valeur à Singapour qu'il remarque à peine ce qui se passe ici. Claire s'est assurée qu'il restera bien loin pendant que nous nous occupons des détails. Pendant ce temps, au Café des Fleurs, François savourait son café de l'après-midi, observant Amélie arranger quelques fleurs fraîches dans les vases des tables. Le petit établissement était devenu son refuge, un endroit où il pouvait être simplement François, pas le puissant homme d'affaires Dupont. « Pierre m'a dit que vous l'aviez aidé avec la présentation du projet », commenta Amélie, s'approchant avec une part de gâteau aux carottes. « C'est offert par la maison », ajouta-t-elle, avant qu'il ne puisse protester. « Comment ça s'est passé ?» Le visage d'Amélie s'illumina. « C'était incroyable. Il a remporté le premier prix au salon de l'innovation de la fac. Certains professeurs ont même suggéré qu'il devrait breveter le système. » François sourit.
ressentant cette sensation de fierté qui devenait familière. Il a du potentiel. Il a juste besoin d'opportunités. Les opportunités sont rares pour des gens comme nous, répondit Amélie avec une touche de mélancolie. Mais je ne me plains pas. Nous arrivons à maintenir le café en activité, à payer ses études. Et les projets sociaux que vous coordonnez les week-ends, compléta François. Il avait récemment découvert qu'Amélie consacrait ses jours de congé à un projet d'alphabétisation pour adultes dans la banlieue. « Vous avez fait des recherches ?» demanda-t-elle, rougissant légèrement. « Disons que j'ai développé un intérêt authentique pour les personnes qui font la différence sans attendre les projecteurs en retour. » À ce moment-là, son téléphone vibra. C'était un message d'Antoine. « Nous devons parler de toute urgence. J'ai découvert quelque chose à propos de votre épouse et de Richard Moreau. » François sentit son estomac se nouer. Richard était l'un des principaux soutiens des événements caritatifs de Claire, toujours présent sur les photos de magazines à ses côtés. « Est-ce que il s'est passé quelque chose ?» demanda Amélie, remarquant son expression tendue. « Rien d'important, » mentit-il, rangeant son téléphone. « Juste des affaires. » Pierre entra dans le café à ce moment-là, portant une maquette de son projet de purification d'eau. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. « Monsieur François, quelle chance que vous soyez là. Je dois vous montrer les modifications que j'ai apportées en fonction de vos suggestions. » En observant le jeune homme expliquer avec animation les améliorations techniques, François ressentit une clarté qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Là, dans ce café simple, avec des personnes authentiques, il trouvait plus de sens que dans toutes les réunions de conseil et les événements sociaux des dernières années. Son téléphone vibra à nouveau. C'était Mathieu. « Papa, nous devons revoir certains documents avant mon départ pour Singapour. Claire a mentionné quelque chose à propos de modifications dans les statuts de l'entreprise. » François relut le message, percevant les couches de signification cachées. Claire était à Paris, supposément en train de digérer la nouvelle de sa maladie. Comment pouvait-elle être en train d'orchestrer des mouvements d'entreprise avec Mathieu? « Monsieur François ?» La voix de Pierre le ramena au présent. « Vous pensez qu'on pourrait mettre ça en œuvre à grande échelle ?» François regarda le jeune ingénieur en formation, puis Amélie qui servait les clients avec une attention sincère, et enfin son téléphone avec les messages qui suggéraient trahison et cupidité. « Tu sais, Pierre, » répondit-il finalement, « je pense qu'il est temps de faire quelques changements significatifs. Et ton projet pourrait être exactement le début que je recherche. » Dans le bureau d'Antoine, l'avocat finissait d'organiser un dossier complet sur les activités de Claire et Richard. Ces découvertes allaient bien au-delà de simples transferts suspects. Il y avait un plan élaboré pour prendre le contrôle d'une partie significative des actifs de DuPont Enterprise. Regardant à nouveau la photo de son père, Antoine réalisa que sa quête de justice avait pris une tournure inattendue. Au lieu d'exposer François Dupont, il était sur le point de l'aider à démasquer une conspiration qui menaçait non seulement sa fortune, mais aussi son héritage. Le bureau privé de François au dernier étage de l'immeuble Dupont était silencieux tandis qu'Antoine exposait les preuves qu'il avait collectées. Documents, emails et relevés de transferts bancaires racontaient une histoire de trahison méticuleusement planifiée. Comme vous pouvez le voir, expliquait Antoine, pointant une série de transactions, Claire a déplacé des ressources considérables à travers ses fondations caritatives. L'argent passe par 3 ou 4 comptes différents avant d'atteindre sa destination finale, une holding contrôlée par Richard Moreau. François observait les documents avec un calme qui surprit l'avocat. « Et depuis combien de temps cela dure-t-il » D'après ce que nous avons découvert, environ 8 mois. Mais le volume des transferts a augmenté significativement après votre diagnostic. Un sourire ironique se forma sur les lèvres de François. Intéressant de voir comment une maladie peut révéler le véritable caractère des gens. Antoine hésita avant de continuer. Il y a plus. Nous avons trouvé des preuves que Richard a eu des réunions secrètes avec certains membres du conseil. Il semble qu'il prévoit d'utiliser votre état de santé comme argument pour un changement à la présidence. Et Mathieu, que sait-il de tout cela? Votre fils joue, disons, sur les 2 tableaux, sur les 2. Nous avons trouvé des traces de conversation entre lui et Claire, mais aussi avec certains de vos rivaux sur le marché. Le poste à Singapour semble n'être qu'une façade pour gagner du temps pendant qu'ils mettent en œuvre leur plan. François se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Paris s'étendait en contrebas, une jungle de béton où, pendant des décennies, il avait été l'un des prédateurs les plus redoutés. Maintenant, ironiquement, c'était lui la proie.
Vous savez, Antoine, commença-t-il, regardant toujours la ville, il y a quelques semaines, cette découverte m'aurait anéanti. Mais maintenant, cela ne fait que confirmer que je prends la bonne décision. Il se tourna vers son bureau et prit un dossier qui était mis de côté. Je veux que vous analysiez ces documents. C'est le projet d'une nouvelle fondation que j'ai l'intention de créer. Antoine commença à lire les papiers, ses sourcils se levant de surprise. C'est assez ambitieux et généreux. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait réaliser qu'il y a de meilleures façons de laisser un héritage que simplement accumuler des richesses, expliqua François. Je veux transformer Dupont en quelque chose de plus grand qu'un empire d'entreprise. À ce moment-là, son téléphone vibra avec un message d'Amélie. « Monsieur, François Pierre a reçu une invitation pour présenter son projet lors d'un congrès international d'ingénierie environnementale. Mais le coût du voyage... » François sourit, un sourire authentique qu'Antoine n'avait pas encore vu. En parlant d'héritage, je dois passer un coup de fil rapide. Pendant que François s'éloignait pour téléphoner, Antoine continuait d'analyser les documents de la fondation. Le projet était impressionnant, un programme complet de soutien aux jeunes talents, axé sur l'innovation sociale et le développement durable. Quelque chose de complètement différent de l'image qu'il s'était construite de l'homme d'affaires au fil des ans. « Antoine », appela François, revenant au bureau, « j'ai besoin que vous accélériez le processus de création de la fondation. Et je veux aussi que vous prépariez un audit complet des activités caritatives de Claire. Il est temps de commencer à faire le ménage. Et concernant Richard Moreau, pour l'instant, laissons-le penser qu'il a le contrôle. J'ai quelques plans pour notre ambitieux ami. » Cet après-midi-là, au Café des Fleurs, François observait Pierre expliquer avec enthousiasme le congrès international auquel il avait été invité. Le jeune homme pouvait à peine contenir son excitation, bien que ses paroles soient occasionnellement teintées de tristesse, en mentionnant les coûts prohibitifs du voyage. « Et quand a lieu ce congrès ?» demanda François, cachant un sourire. « Dans 2 mois, à Berlin, répondit Pierre. Ils sont très intéressés par le potentiel du projet pour les communautés défavorisées. Mais malheureusement, et si je te disais qu'une nouvelle fondation de soutien aux jeunes talents cherche son premier projet à parrainer ?» Amélie, qui servait du café à une table voisine, s'arrêta en entendant ces mots. Pierre regarda François avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. « Vous êtes sérieux ? Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie, » répondit François. « En fait, j'aimerais parler à vous deux après la fermeture. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Pendant ce temps, à Paris, Claire recevait un appel de Richard Moreau. « Tout est prêt, dit-il. Le Conseil est pratiquement convaincu de la nécessité d'un changement à la présidence, étant donné les problèmes de santé de François. »« Parfait, » répondit Claire, admirant la vue depuis sa suite au Ritz. « Bientôt, je pourrai arrêter de prétendre digérer la situation et je reviendrai pour prendre ma place légitime. Et François ? Il n'a jamais su apprécier ce qu'il avait à ses côtés. Maintenant, il est trop tard pour les regrets. Ce que Claire ignorait, c'est qu'à ce moment précis, François avait non seulement plusieurs longueurs d'avance sur elle, mais marchait dans une direction complètement différente de celle qu'elle imaginait. Une direction qui transformerait non seulement sa propre vie, mais celle de nombreuses autres personnes. Au café, observant l'interaction sincère entre Amélie et Pierre, François ressentit une paix que l'argent ne lui avait jamais procurée. L'ironie ne lui échappa pas. Il avait fallu croire qu'il allait tout perdre pour finalement trouver quelque chose qui valait vraiment la peine. Le soleil s'était déjà couché lorsque François termina d'expliquer ses plans à Amélie et Pierre au Café des Fleurs. Les tasses de café vides et les miettes de croissant sur la table témoignaient de la longue conversation. L'expression des frères et sœurs alternait entre surprise et incrédulité. « Vous voulez transformer le café en un centre d'innovation sociale ?» demanda Amélie, essayant encore d'assimiler l'information. « Et utiliser le projet de Pierre comme pilote ?» François acquiesça, ses yeux brillants d'un enthousiasme qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Le café continuerait à fonctionner normalement au rez-de-chaussée, mais nous transformerions le premier étage en un espace pour que les jeunes entrepreneurs sociaux développent leurs projets. Celui de Pierre serait le premier de nombreux autres. »« Mais pourquoi ?» questionna Pierre, ajustant nerveusement ses lunettes. « Je veux dire, nous sommes très reconnaissants, mais vous nous connaissez à peine. » François sourit, prenant sa tasse vide et la faisant tourner entre ses doigts. « Vous m'avez montré quelque chose que j'avais oublié au fil des ans. La vraie valeur ne réside pas dans ce que nous accumulons,
mais dans ce que nous pouvons faire pour les autres. Amélie échangea un regard significatif avec son frère. Et concernant les coûts, nous ne pouvons pas. La Fondation Nouveaux Horizons s'occupera de tout, interrompit François. En fait, les documents sont en cours de finalisation par mon avocat. Dans le bureau d'Antoine, l'avocat travaillait tard, finalisant les derniers détails de la Fondation. Ses investigations sur Claire et Richard avaient révélé plus qu'il ne s'y attendait. Il avait découvert que Richard négociait secrètement avec un groupe chinois intéressé par une acquisition hostile de DuPont Enterprise. Son téléphone sonna. C'était sa source au sein de l'entreprise. « Antoine, Claire Dupont a avancé son retour de Paris. Elle convoque une réunion extraordinaire du Conseil pour la semaine prochaine. »« Je comprends, » répondit-il, prenant des notes. « Et Mathieu ? Il a annulé temporairement son départ pour Singapour. On dirait qu'il prépare quelque chose d'important. » Antoine raccrocha et regarda la photo de son père. « Pas cette fois, » murmura-t-il. « Ils ne détruiront pas un autre héritage. » Le lendemain matin, le Café des Fleurs était différent. Une lueur d'espoir flottait dans l'air, tandis que des architectes engagés par François mesuraient l'espace du premier étage. Amélie observait tout avec un mélange d'appréhension et d'excitation. « Tout se passera bien, » assura François, s'approchant avec 2 tasses de café. « Faites confiance au processus. »« C'est beaucoup de changements d'un coup, » avoua-t-elle. « Ça a toujours été juste Pierre et moi, luttant pour faire fonctionner les choses. »« Et maintenant ? Maintenant, vous n'êtes plus seul, » compléta François. « Parfois, nous devons permettre aux autres de nous aider à réaliser nos rêves. » Pierre arriva à ce moment-là, portant un dossier rempli de papiers. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. « Monsieur François, j'ai développé quelques idées pour adapter le système de purification d'eau à d'autres communautés. Avec les ressources de la Fondation, nous pourrions avoir un impact sur des milliers de personnes. » François sourit, ressentant cette vague de fierté paternelle désormais familière que le jeune homme éveillait en lui. C'était ainsi qu'un père devrait se sentir en voyant son fils grandir, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment expérimenté avec Mathieu. Son téléphone vibra avec un message de Sophie. « Claire vient d'arriver au bureau. Elle exige une réunion immédiate avec le conseil juridique. »« Un problème ?» demanda Amélie, remarquant son expression tendue. « Rien qui ne puisse attendre, » répondit-il, rangeant son téléphone. « Maintenant, parle-moi plus de ces adaptations, Pierre. » Pendant que le jeune homme expliquait avec animation ses plans, François réfléchissait à quel point la vie était ironique. Claire et Mathieu imaginaient probablement qu'il était chez lui, se lamentant sur sa condition et se préparant à céder le contrôle de l'entreprise. Ils ne savaient pas qu'il était là, dans un simple café, planifiant une révolution silencieuse qui transformerait non seulement sa propre vie, mais celle d'innombrables personnes. En fin d'après-midi, Antoine arriva au café, portant une pochette de documents. Son visage, habituellement sérieux, s'adoucit en voyant l'animation dans l'établissement. « Tout est prêt », annonça-t-il, remettant les papiers à François. « La Fondation Nouveaux Horizons existe officiellement, et j'ai aussi quelques informations intéressantes sur nos amis. » François acquiesça, regardant autour du café. Des clients discutaient avec animation. L'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'air, et pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant et animé d'un but. « Vous savez, Antoine, » commenta-t-il, observant Amélie enseigner à une dame âgée comment utiliser l'application de lecture sur son téléphone portable dans le cadre de son projet d'alphabétisation numérique. « Parfois, nous devons tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. » Antoine regarda son ancien ennemi, maintenant transformé en quelque chose de complètement différent de ce qu'il avait imaginé. « Et parfois, répondit-il, pensant à son père, nous devons être prêts à changer nos propres perceptions pour reconnaître la vérité. » La nuit tombait sur Paris, et au Café des Fleurs, une nouvelle histoire commençait à s'écrire, une histoire de transformation, de rédemption et d'espoir. La salle de réunion du conseil au dernier étage de l'immeuble Dupont bouillonnait de tension ce matin-là. Claire, fraîchement revenue de Paris, présidait une réunion extraordinaire avec une partie du conseil d'administration. Son bronzage soigneusement cultivé sur les plages françaises contrastait avec la gravité de son expression. « Messieurs, » commença-t-elle, ajustant discrètement son bracelet Cartier, « comme vous le savez tous, la situation de François est délicate. Nous devons agir rapidement pour garantir la stabilité de l'entreprise. » Richard Moreau, assis stratégiquement à ses côtés, compléta. « Nos sources indiquent
qu'il a agi de manière erratique ces dernières semaines. Il y a des rumeurs selon lesquelles il détournerait des ressources importantes vers des projets personnels sans l'approbation du Conseil. Le brouhaha parmi les conseillers fut interrompu par l'entrée inattendue de Mathieu. « Désolé pour le retard », dit-il, occupant un siège vide. Son visage trahissait la tension de quelqu'un tiraillé entre des loyautés conflictuelles. De l'autre côté de la ville, au Café des Fleurs, une transformation remarquable était en cours. Le premier étage, autrefois un entrepôt sous-utilisé, commençait à prendre forme comme un centre d'innovation sociale moderne. François supervisait personnellement les travaux, discutant des détails avec les architectes et les designers. « Monsieur François » appela Amélie, montant les escaliers avec un bloc-notes dans les mains. « Nous avons déjà 5 inscriptions pour le programme de mentorat, des jeunes entrepreneurs sociaux qui ont entendu parler du projet grâce à Pierre. » Il sourit, réalisant à quel point cet espace débordait déjà de plus de vie et de but que son bureau d'entreprise. « Excellent. Et comment Pierre se prépare-t-il pour le congrès à Berlin ? » « Il dort à peine tellement il est excité, » répondit-elle, ses yeux brillants. « Il passe ses nuits à perfectionner le projet, surtout après vos suggestions. » Le téléphone de François vibra. C'était un message d'Antoine. « Réunion extraordinaire en cours en ce moment. Claire a apporté des documents du cabinet Moreau & Associés. Nous devons parler de toute urgence. »« Amélie, dit-il, rangeant son téléphone, je dois régler quelques affaires. Continuez à coordonner ici. J'ai entièrement confiance en vous. » Dans le bureau d'Antoine, les découvertes étaient encore plus graves que prévu. « Il ne prévoit pas seulement un changement à la présidence, » expliqua l'avocat, étalant des documents sur la table. « J'ai trouvé des preuves que Richard négocie avec un groupe chinois. Ils veulent diviser l'entreprise et vendre les parties séparément. Et Claire, elle serait généreusement récompensée, naturellement. Une villa sur la côte d'Azur a déjà été mise à son nom via une société offshore. » François absorba l'information avec un calme qui surprit Antoine. Vous savez ce qui est le plus ironique? Il y a 1 mois, cela m'aurait dévasté. Maintenant, cela ne fait que confirmer que je suis sur la bonne voie. Mais ils peuvent causer de sérieux dommages, avertit Antoine. Leur plan est bien structuré. Peut-être, acquiesça François. Mais ils ont commis une erreur cruciale. Ils jouent encore l'ancien jeu, ne pensant qu'à l'argent et au pouvoir. Nous construisons quelque chose de différent. À ce moment-là, Sophie, sa secrétaire, entra précipitamment dans la pièce. « Monsieur Dupont, Claire exige votre présence à une réunion du conseil demain. Elle menace de faire appel au conseil médical de l'entreprise pour remettre en question votre capacité à diriger. » François échangea un regard significatif avec Antoine. « Je pense qu'il est temps de montrer nos cartes. » De retour au Café des Fleurs en fin de journée, François trouva Pierre en train de présenter son projet à un petit groupe d'étudiants universitaires. Le jeune homme parlait avec passion de la façon dont la technologie pourrait transformer la vie des communautés défavorisées, ses yeux brillants du même idéalisme que François avait autrefois eu et avait oublié. « Le secret, disait Pierre, n'est pas seulement de créer quelque chose de techniquement efficace, mais de faire quelque chose qui ait vraiment un impact sur la vie des gens. » François s'assit discrètement au fond de la salle improvisée, observant. Son téléphone vibra à nouveau, c'était Mathieu. « Papa, nous devons parler. » Les choses échappent à tout contrôle. Tout en tapant une réponse, François réfléchit à la façon dont sa vie avait radicalement changé en quelques semaines. Le diagnostic qui aurait dû être sa fin se transformait en un nouveau départ. La trahison de ceux en qui il avait le plus confiance lui avait ouvert les yeux sur une vérité plus grande. Amélie s'approcha avec une tasse de café. « Vous semblez préoccupé. »« Demain sera une journée décisive, » répondit-il, acceptant le café. « Mais vous savez quoi? Pour la première fois depuis longtemps, je ne me bats pas simplement pour défendre un empire. Je me bats pour quelque chose qui compte vraiment. » La nuit tombait sur Paris, et 2 réalités distinctes se préparaient à entrer en collision. Dans son penthouse du 16e arrondissement, Claire finalisait les derniers détails de son plan avec Richard, convaincu de sa victoire imminente. Au Café des Fleurs, François observait Pierre inspirer de jeunes étudiants avec ses idées, tandis qu'Amélie organisait les inscriptions pour le programme de mentorat. La tempête approchait, mais cette fois François était prêt, non pas avec des armes d'entreprise traditionnelles, mais avec quelque chose de bien plus puissant, un objectif renouvelé et la certitude qu'il était, enfin, du bon côté de l'histoire. La salle de réunion du conseil au dernier étage de l'immeuble Dupont était pleine. Claire occupait l'une des extrémités de la table ovale.
Richard Moreau à ses côtés, tous deux dégageant une confiance qui frôlait l'arrogance. Mathieu était assis, mal à l'aise à sa place, alternant des regards entre la porte et ses propres documents. Lorsque François entra accompagné d'Antoine, le silence fut immédiat. Il ne portait pas son habituel costume italien. Il avait opté pour un blazer plus décontracté sur une chemise claire, comme si le changement même dans son apparence signalait sa transformation intérieure. « Bonjour à tous », salua-t-il, sa voix calme et maîtrisée. « Je vois que nous avons une réunion intéressante devant nous. » Claire s'ajusta dans son fauteuil, échangeant un regard rapide avec Richard. « François, chéri, quelle bonne chose que tu sois venu. Nous étions justement en train de discuter de certaines préoccupations du Conseil concernant ta situation actuelle. » « Ma situation ?» François sourit légèrement. « Intéressant que tu mentionnes cela, Claire. Antoine, s'il vous plaît. » L'avocat ouvrit sa serviette et commença à distribuer des documents aux personnes présentes. « Mesdames et messieurs du Conseil, ce que vous avez entre les mains sont des preuves détaillées d'un système complexe de détournement de fonds à travers les fondations caritatives de Madame Claire Dupont. » Le visage de Claire pâlit légèrement, mais elle garda sa contenance. « C'est ridicule, François, tu ne peux pas être sérieux. »« Dans ton état, mon état, l'interrompit-il, sa voix prenant un ton plus ferme. Tu fais référence au diagnostic que tu as reçu avec tant de compassion. Qui t'a fait digérer la nouvelle à Paris, pendant que tu planifiais avec Richard la vente de l'entreprise à un groupe chinois ?» Richard se leva brusquement. « Ce sont des accusations graves, Dupont. Vous n'avez pas de preuves. En fait, intervint Antoine, distribuant plus de documents. Nous avons des emails, des relevés de transferts bancaires et, plus intéressant encore, le contrat préliminaire de vente déjà signé par vous, Richard, en tant que mandataire de Claire. » Mathieu observait la scène avec une expression d'horreur croissante. « Maman, c'est vrai ?» Claire se tourna vers son fils, ses yeux durs comme l'acier. « Mathieu, chéri, ne sois pas naïf. Les affaires sont les affaires. Ton père est malade. L'entreprise avait besoin d'une direction forte. Une direction qui mènerait à sa destruction, » compléta François. « Mais vous savez ce qui est le plus intéressant. Le diagnostic que vous avez utilisé comme base pour tout ce plan était erroné. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle essayait d'assimiler l'information. « Comment ça? Erroné? J'ai demandé un deuxième avis, expliqua François. Je n'ai aucune maladie terminale. Mais découvrir cela m'a fait réaliser quelque chose d'important. Parfois, nous devons croire que nous perdons tout pour découvrir ce qui compte vraiment. » À ce moment-là, Antoine fit un pas en avant. « Monsieur Dupont, il y a quelque chose que je dois avouer. Quand j'ai accepté cette affaire, j'avais des arrière-pensées. Mon père, Antoine Lefebvre Seigneur, compléta François, surprenant tout le monde. Votre père a été injustement accusé il y a des années. Je sais, Antoine. Et c'était l'une des nombreuses injustices que j'ai commises au nom du succès. » L'avocat regarda François avec étonnement. « Vous saviez ? J'ai découvert il y a quelques semaines, quand j'ai commencé à revoir d'anciennes décisions de l'entreprise. Et c'est pourquoi la Fondation Nouveaux Horizons aura un fonds spécifique pour la réparation des dommages historiques. » Claire rit, un son sans humour. « Alors c'est ça. Tu vas gaspiller la fortune de la famille en charité. »« Non, Claire, » répondit François, sa voix étonnamment douce. « Je vais utiliser les ressources que j'ai construites pour créer quelque chose de significatif. Quelque chose qui fera une différence dans la vie des gens. Et quant à toi et Richard, vous ne pouvez pas nous arrêter, » interrompit Richard. « Nous avons suffisamment de soutien au Conseil. » « En fait, » dit Antoine, distribuant un dernier ensemble de documents, « vous ne l'avez pas. Voici les preuves que nous avons envoyées à l'AMF concernant les irrégularités dans les transactions des fondations. Et ceci, continua-t-il, plaçant un dossier spécial devant Claire, est la demande de divorce, incluant toutes les preuves de vos activités illicites. » Claire se leva, son visage un masque de fureur et d'incrédulité. « Tu ne peux pas me faire ça. Après toutes ces années, des années où nous avons transformé notre mariage en une transaction commerciale, » compléta François. « Mais maintenant, il est temps de vrais changements. » Mathieu, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. « Papa, je ne savais pas pour leur plan. Je voulais juste... » « Tu as choisi la voie la plus facile, fils, » interrompit François. « Comme je l'ai fait pendant des années. Mais il est encore temps de faire des choix différents. » Les membres du Conseil commencèrent à se lever, beaucoup évitant de regarder directement Claire et Richard.
La réunion qui aurait dû sceller la chute de François s'était transformée en sa plus grande victoire, non seulement sur le plan de l'entreprise, mais surtout sur le plan moral. Quand la salle fut presque vide, François prit son téléphone portable et sourit en voyant un message d'Amélie. « Monsieur François, Pierre vient de recevoir un email de l'organisation du congrès à Berlin. Ils veulent qu'il soit l'un des principaux conférenciers. Vous devriez voir son visage. » Là, à ce moment de transition entre son ancien et son nouveau monde, François ressentit une paix qu'aucun compte bancaire ne lui avait jamais procurée. La tempête était arrivée, mais au lieu de le détruire, elle avait nettoyé sa vie de tout ce qui était superflu, ne laissant que ce qui comptait vraiment. La nouvelle de la tentative avortée de prise de contrôle de DuPont Enterprise se répandit rapidement dans les cercles d'affaires parisiens. Claire était partie définitivement pour Paris, cette fois non pas pour digérer des nouvelles, mais pour échapper au scandale qui se formait. Richard Moreau faisait face à des enquêtes de l'AMF et voyait ses propres affaires commencer à s'effondrer. Au Café des Fleurs, maintenant partiellement transformé en un centre d'innovation sociale dynamique, François observait Pierre guider un groupe de jeunes entrepreneurs. Le jeune homme avait visiblement gagné en confiance ces dernières semaines, assumant naturellement un rôle de leader parmi les participants au programme. « Parfois, je n'arrive toujours pas à y croire », commenta Amélie, s'approchant avec 2 tasses du café spécial que François appréciait tant. Voir Pierre comme ça, réalisant son rêve, et maintenant, aidant d'autres à réaliser les leurs aussi. François accepta le café, sentant l'arôme familier qui était devenu une part si significative de sa nouvelle routine. « Vous savez, Amélie, vous m'avez beaucoup plus aidé que je ne vous ai aidé. »« Comment ça ? » ?»« Vous m'avez montré que le vrai succès ne se mesure pas aux chiffres d'un compte en banque. Il se mesure à l'impact que nous avons sur la vie des gens. » À ce moment-là, Antoine entra dans le café portant une pochette de documents. Son expression, autrefois toujours tendue, s'était considérablement adoucie depuis la confrontation au conseil. « Les papiers du divorce ont été finalisés », annonça-t-il, s'asseyant avec François et Amélie. « Claire a accepté les conditions après que nous avons présenté toutes les preuves. Et il y a plus. Mathieu a demandé à vous parler. » François absorba la nouvelle en silence. Son fils s'était isolé depuis la réunion du conseil, digérant la découverte des manipulations de Claire et sa propre participation aux événements. « Il est vraiment repentant, » continua Antoine. « Nous avons découvert que sa participation était plus due à l'omission qu'à une action directe. Claire l'a manipulé, utilisant son besoin d'approbation. Comme son père l'a fait pendant des années, » compléta François, avec une pointe d'amertume dans la voix. « Monsieur François, » intervint Amélie, sa voix douce mais ferme, « vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous changez l'avenir. Celui de beaucoup de gens. » Comme pour confirmer ses paroles, un groupe d'étudiants entra dans le café à ce moment-là, saluant Pierre avec enthousiasme. C'étaient des universitaires de différentes filières, tous participant au programme de mentorat de la Fondation Nouveaux Horizons. « Pierre m'a dit que 3 projets ont déjà obtenu un financement initial », commenta Antoine, observant les jeunes. « C'est impressionnant comme les choses ont évolué rapidement. C'est ce qui arrive quand on donne des opportunités aux bonnes personnes, » répondit François. « En parlant de ça, où en est le processus de réparation pour votre père ?» L'avocat sourit, chose rare il y a encore quelques semaines. Il n'y croit toujours pas. L'indemnisation et la reconnaissance publique de l'erreur signifient beaucoup pour lui. Plus que l'argent, c'est la restauration de sa dignité. Une jeune femme s'approcha timidement de leur table. « Monsieur Dupont, désolé de vous interrompre, mais je voulais vous remercier personnellement. Mon projet d'énergie solaire pour les communautés riveraines. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait possible de le réaliser. » François observa la jeune femme partager son enthousiasme, réalisant comment chaque nouveau projet approuvé par la Fondation était une petite révolution en puissance. Ce n'étaient pas seulement des idées sur le papier, c'étaient des rêves qui commençaient à prendre forme, transformant des vies réelles. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Amélie après que la jeune femme se fut éloignée. « La façon dont vous arrivez à accorder une attention personnelle à chaque projet, même avec toutes vos responsabilités. J'ai appris que certaines responsabilités sont plus importantes que d'autres, » répondit-il. « Et que parfois nous devons perdre notre direction pour trouver notre vrai nord. » Son téléphone vibra. C'était un message de Mathieu. « Papa, je sais que je ne le mérite pas, mais j'aimerais beaucoup connaître le projet du café. J'en ai entendu beaucoup de bien. Pouvons-nous parler ?» François montra le message à Antoine et Amélie. « Qu'en pensez-vous »
Je pense que tout le monde mérite une seconde chance, répondit Amélie, avec cette sagesse simple qui l'impressionnait tant. Vous nous avez donné la nôtre. Et parfois, compléta Antoine, les enfants ont besoin de voir leurs parents sous un nouveau jour pour trouver leur propre chemin. François tapa une réponse positive à Mathieu, ressentant un mélange d'appréhension et d'espoir. Le fils qu'il avait toujours essayé d'impressionner avec des chiffres et des acquisitions pourrait enfin comprendre ce qui comptait vraiment. Pierre s'approcha, ses yeux brillants de cet enthousiasme contagieux. « Monsieur François, je dois vous montrer quelque chose. Nous avons fait quelques ajustements au projet de purification d'eau et les résultats sont encore meilleurs que ce que nous espérions. » Tout en suivant le jeune homme pour voir ses découvertes, François réfléchit à quel point la vie était imprévisible. Qu'un diagnostic erroné, un café accueillant, des personnes authentiques. Parfois, les plus grandes transformations commençaient dans les endroits les plus inattendus. Le Café des Fleurs était fermé cet après-midi de dimanche, mais une douce lumière illuminait l'ambiance à travers les anciennes fenêtres. François attendait, assis à sa table habituelle, 2 tasses de café vides devant lui. Ses doigts tambourinaient doucement sur la table en bois, trahissant son anxiété. Le carillon de la porte tinta doucement, et Mathieu entra. Il était différent du cadre impeccable des réunions d'entreprise. Il portait un jean et une chemise décontractée, et ses cernes trahissaient des nuits mal dormies. « Papa » salua-t-il hésitant. « Fils » répondit François, indiquant la chaise en face de lui. « Amélie a laissé du café frais pour nous. » Mathieu s'assit, observant l'environnement avec curiosité. « Alors c'est ici que tu passes ton temps ?»« Une partie » répondit François, servant du café pour eux deux. « Le reste, je le partage entre l'entreprise et les projets de la fondation. » Un silence inconfortable s'installa entre eux. Des années d'attente non satisfaites et de mots non dits pesaient dans l'air comme un épais brouillard. « Papa, je... » Mathieu commença, sa voix étranglée. « Je suis désolé. Pour tout. Pas seulement pour ces dernières semaines, mais pour n'avoir jamais été le fils que tu espérais. » François sentit son cœur se serrer. « Mathieu, j'ai aussi besoin de m'excuser. J'ai passé des années à essayer de faire de toi une copie de moi-même, sans réaliser que je répétais les mêmes erreurs que mon père. » À ce moment-là, un bruit à l'étage attira leur attention. Pierre descendait les escaliers, portant quelques maquettes et documents. « Oh, excusez-moi, » dit-il gêné. « Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. C'est que je finalisais quelques détails pour la présentation à Berlin. »« Pas de problème, Pierre, » sourit François. « Mathieu, voici Pierre, l'un des jeunes les plus brillants que j'ai jamais rencontrés. Pierre, c'est mon fils, Mathieu. » Les deux se saluèrent, et Pierre, percevant le moment délicat, s'excusa rapidement et sortit. Mais cette brève interruption avait brisé la tension initiale. « C'est impressionnant ce que tu fais ici », commenta Mathieu après le départ de Pierre. « J'ai lu sur les projets de la Fondation. C'est différent de tout ce qu'on n'a jamais fait chez Dupont. Parce que pour la première fois, nous créons de la vraie valeur, pas seulement financière, » répondit François. « Tu sais, fils, j'ai passé des années à croire que le succès se mesurait par des chiffres sur des tableurs. J'ai dû croire que je perdais tout pour trouver quelque chose qui en valait vraiment la peine. » Mathieu prit une gorgée de son café, ses yeux s'écarquillant face au goût. « Waouh, c'est vraiment bon. » Amélie a ce don, sourit François, de transformer des choses simples en quelque chose de spécial. Comment elle et son frère ont-ils fini par faire partie de tout ça? François raconta alors à Mathieu toute l'histoire. Comment il avait trouvé le café par hasard le jour du diagnostic, comment la simplicité et l'honnêteté d'Amélie et Pierre l'avaient touché, comment cet espace sans prétention était devenu le catalyseur d'un profond changement dans sa vie. « Et tu sais ce qui est le plus incroyable ?» continua-t-il. « Ils m'ont appris quelque chose que j'aurais dû apprendre il y a longtemps, que les vraies réussites ne sont pas celles qu'on peut compter, mais celles qu'on peut partager. » Mathieu essuya discrètement une larme. « Papa, je ne sais pas si je mérite de faire partie de ça. » « Après tout, fils, » interrompit François, posant sa main sur celle de Mathieu, « tout le monde mérite une seconde chance. J'ai eu la mienne. Et si tu le veux, il y a une place pour toi ici aussi. » « Ici? Au café? » ?»« À la Fondation. Nous élargissons les projets. Nous avons besoin de personnes qui comprennent la gestion mais qui ont aussi une sensibilité pour l'impact social. Des personnes qui veulent vraiment faire la différence. » À ce moment-là, Amélie entra par la porte de service portant quelques sacs de courses. En voyant père et fils discuter, elle sourit discrètement et se dirigea vers la cuisine sans faire de bruit. « Elle fait toujours ça ?» demanda Mathieu. « Travailler même le dimanche ?»
Amélie comprend que certains endroits sont plus que des entreprises, répondit François. Ce sont des lieux de rencontre, de transformation. Comme ce café l'est devenu pour moi. Mathieu regarda autour de lui, remarquant pour la première fois les détails de l'endroit, les fleurs fraîches sur les tables, les rideaux en dentelle délicate, l'arôme accueillant du café fraîchement moulu. C'était un monde complètement différent des salles de réunion aseptisées et des bureaux d'entreprise qu'il avait toujours fréquentés. « Papa, dit-il finalement, tu penses que je pourrais en savoir plus sur les projets de la Fondation ?» François sourit, ressentant une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Bien sûr, fils. Pourquoi ne commencerions-nous pas maintenant ? Pierre est justement en train de préparer une présentation importante, et je suis sûr qu'il apprécierait un avis extérieur. » Alors qu'il montait les escaliers vers le premier étage, où Pierre travaillait sur son projet, François sentit que quelque chose d'important était en train de se reconstruire, pas seulement entre lui et Mathieu, mais aussi à l'intérieur de son fils. Parfois, pensa-t-il, nous devons nous perdre complètement pour retrouver notre véritable chemin de retour à la maison. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'après-midi où François était entré par hasard au Café des Fleurs. L'automne parisien peignait les rues de tons dorés, et une brise légère agitait les rideaux du café, désormais transformé en un centre d'innovation sociale prospère. Au premier étage, l'auditorium improvisé était bondé. Pierre, tout juste revenu de sa présentation réussie à Berlin, partageait son expérience avec une nouvelle promotion de jeunes entrepreneurs sociaux. Son projet de purification d'eau était déjà mis en œuvre dans 3 communautés, avec des résultats surprenants. Le secret n'est pas seulement la technologie, expliquait-il, avec une assurance qui aurait été impensable quelques mois auparavant. C'est comprendre les besoins réels des gens et travailler avec eux pour créer des solutions durables. Au premier rang, François observait avec fierté, Mathieu assis à ses côtés prenant attentivement des notes. Ces dernières semaines, son fils s'était entièrement consacré au projet de la Fondation, découvrant une vocation qu'il n'avait jamais su qu'il avait. Incroyable comme il arrive à transmettre des connaissances techniques de manière si accessible, commenta Mathieu à voix basse. C'est parce qu'il comprend que la technologie sans but est vide, répondit François. Quelque chose que j'ai mis des décennies à apprendre. Amélie circulait dans la salle, servant du café et coordonnant la logistique de l'événement avec son efficacité caractéristique. Le Café des Fleurs était devenu un modèle d'entreprise sociale, combinant son activité traditionnelle avec le centre d'innovation. D'autres établissements de la ville commençaient déjà à s'inspirer de l'exemple. Antoine, assis près d'eux, finalisait quelques documents. La Fondation Nouveaux Horizons avait dépassé toutes les attentes, soutenant des dizaines de projets et créant un réseau de mentorat qui s'étendait rapidement. L'avocat, autrefois motivé par la vengeance, avait trouvé un nouveau but dans son travail. Après la présentation, alors que les participants se dispersaient pour une pause café, François reçut un message sur son téléphone portable. C'était un article sur Claire. Elle avait ouvert une petite galerie d'art à Paris, apparemment cherchant son propre nouveau départ, loin des scandales d'entreprise. « Un problème ?» demanda Amélie, remarquant son expression pensive tout en servant plus de café. « Non, répondit-il, rangeant son téléphone. Juste le passé qui suit son cours. » Mathieu s'approcha, enthousiaste. « Papa, il faut que tu vois ça. 3 des projets que nous avons approuvés lors du dernier cycle de financement ont déjà obtenu des partenaires internationaux. L'impact est plus grand que ce que nous imaginions. » François sourit, observant l'interaction naturelle entre son fils et les jeunes entrepreneurs. Mathieu avait trouvé sa propre voie, non pas comme une ombre de son père, mais comme quelqu'un qui se souciait sincèrement de faire la différence. Pierre les rejoignit, portant quelques prototypes de son projet mis à jour. « Monsieur, François, vous vous souvenez de cette idée dont nous avions parlé pour adapter le système à des régions avec différents types de contamination ? Nous avons réalisé une avancée significative. » Tandis que Pierre expliquait avec enthousiasme les détails techniques, Mathieu posant des questions pertinentes sur la scalabilité, François ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Ce n'était pas la même satisfaction qu'il avait l'habitude de ressentir en concluant de grandes affaires ou en acquérant des entreprises. C'était quelque chose de plus profond, de plus significatif. « Vous savez, » commenta Antoine, qui s'était approché silencieusement, « mon père serait fier de voir ça. Comme parfois l'univers a des façons curieuses de réparer les choses. Et de nous réparer dans le processus, » compléta François.
À la fin de la journée, quand le dernier participant fut parti et qu'Amélie commençait à ranger les tables pour le lendemain, François resta assis à sa place habituelle. Il observait le mouvement de la rue à travers la fenêtre, se rappelant l'homme qu'il était lorsqu'il était entré ici pour la première fois, pensant qu'il perdait tout. « À quoi penses-tu » demanda Mathieu, s'asseyant à côté de lui avec 2 tasses de café. « À quel point la vie est ironique » répondit François. « J'ai passé des années à construire un empire, pensant que je créais un héritage. J'ai dû croire que je perdais tout pour trouver quelque chose qui valait vraiment la peine d'être transmis. Et maintenant ? Maintenant, je comprends que le vrai succès ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à ce que nous partageons. Pas par le pouvoir que nous exerçons, mais par les vies que nous transformons. » Dehors, Paris commençait à allumer ses lumières, se préparant pour une nouvelle nuit. Au Café des Fleurs, Amélie arrangeait quelques fleurs fraîches dans les vases, Pierre organisait le matériel pour la prochaine présentation, et Antoine finalisait les derniers documents de la journée. François observa cette scène apparemment ordinaire avec un nouveau regard. C'était là son véritable héritage, pas dans des comptes bancaires ou des gratte-ciel, mais dans les personnes qu'il avait aidées à s'épanouir, dans les vies qu'il aidait à transformer. « Tu sais, fils, dit-il, savourant son café, parfois nous devons perdre notre direction pour trouver notre vrai nord. Et parfois le plus grand cadeau que la vie peut nous faire est la chance de recommencer, avec un but plus grand que nous-mêmes. » Mathieu acquiesça, comprenant enfin ce que son père avait essayé de lui enseigner pendant toutes ces années, non pas à travers des mots ou des exigences, mais à travers sa propre transformation. Le carillon de la porte tinta doucement avec l'entrée d'un nouveau groupe de jeunes entrepreneurs, impatients de découvrir l'espace qui transformait les rêves en réalité. François sourit, se levant pour les accueillir. Son empire n'avait pas pris fin. Il s'était simplement transformé en quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Un héritage non pas de pouvoir et d'argent, mais d'espoir et de transformation. Et cela, réalisa-t-il, était le plus grand succès que quiconque puisse atteindre.